les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un petit update lecture, bilan de mes lectures de février. Je vous le fais un peu tard, j'avoue. À l'heure où sort cette vidéo, normalement on sera mercredi 8 mars, donc un petit peu tard, mais j'avais quand même envie de vous faire ce petit update lecture car j'ai lu de très belles choses au mois de février, encore une fois, et ces lectures méritent qu'elles vous soient présentées. Donc, sans plus tarder, on va commencer car j'ai quelques livres à vous montrer. Je crois que j'ai 4 romans pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans graphiques. Sachant que j'ai lu toute une série de romans graphiques en même temps, donc je vous parlerai de la série en entier. Mais on commence tout de suite avec la première lecture de février. Alors, je vous dis première lecture, mais c'est pas dans l'ordre que je les ai lus. Mais le premier livre qui me tombe sous la main, c'est Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Ce petit roman-là, donc là c'est la version poche. Et en fait, on va suivre dans cette histoire, que je ne me trompe pas, Ware, un garçon de 11 ans, et Jolene, une petite fille également de 10-11 ans, qui en fait vont se rencontrer un peu par le plus grand des hasards, lors de l'été où Ware était censé le passer chez sa grand-mère, qui malheureusement a fait une chute, a eu un accident et n'a pas pu garder son petit-fils pendant tout l'été, et vu que ses parents travaillaient beaucoup, ils l'ont envoyé au centre de loisirs. Et Ware, c'est pas un petit garçon qui arrive à s'intégrer facilement. Il est dans son monde, il aime bien la solitude, et ça fait un peu peur à ses parents. Ils n'ont pas voulu le laisser seul se gérer tout seul l'été, ce qui est compréhensible, mais ils l'ont forcé à aller au centre de loisirs et ça lui a pas plu. Du coup, il va finalement, sécher le centre de loisirs et va se retrouver dans un terrain vague où il va en faire son propre terrain de jeu et de construction pendant cet été-là avec cette fameuse Jolene. Et en fait, on va être dans une histoire qui est quand même très très chouette parce que ça fait passer de beaux messages. On va suivre un petit garçon, on va être dans les pensées d'un petit garçon, donc c'est vrai que la construction du roman, de l'histoire, est très... J'ai pas l'habitude de lire ça. En plus de ça, c'est du contemporain, donc jeunesse mais contemporain, donc pas fantasy. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de construction de récit. Donc par moments, j'étais là en mode... Je savais pas vraiment où l'autrice voulait nous emmener, nous lecteurs, mais au final on se retrouve avec une histoire où on va avoir des jolis messages sur l'acceptation de soi, l'acceptation d'autrui, d'apprendre à se connaître soi-même, de savoir qui on est, comment on réagit, quelle est notre personnalité, notre comportement, et du coup comment on peut s'affirmer par rapport aux autres. Et puis de se dire que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas comme tout le monde qu'on est forcément bizarre ou moins bien. Et c'est vraiment une espèce de petite ode en fait à cette façon de voir le monde, à cette façon de se dire bah je suis différent mais ok, c'est ok, y a pas de problème là-dessus. Et du coup j'ai trouvé ça quand même assez chouette. Donc je le conseille fortement, en plus il se lit très très vite. C'est un petit roman, la plume est très fluide parce que pour le coup je connaissais quand même la plume de l'autrice puisque Sarah Pennypacker, elle a écrit Pax et le petit soldat, un roman un peu fable animalière que j'avais adoré. Du coup je savais que la plume ne pouvait que me plaire. Je le recommande quand même assez bien, il était vraiment pas mal, même si c'est pas ce dont j'ai l'habitude de lire en temps normal. Et petite mention spéciale pour la couverture qui a été illustrée par Jon Klassen. À force, vous commencez à savoir que Jon Klassen, j'adore son style d'illustration. Et ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, petit roman bien sympa sur l'imagination, la différence et l'amitié. Ensuite, j'ai lu Onyeka et l'Académie du Soleil de Tola Okobu, publié aux éditions Hachette. Regardez comme déjà ce roman, la couverture jaune est magnifique. On est ici dans une histoire où on va suivre Onyeka, qui est une jeune fille qui doit avoir dans les 12-13 ans je pense, puisqu'elle est au collège, qui est d'origine nigérienne mais qui vit en Angleterre après que sa mère ait quitté le Nigeria suite à la disparition de son père. Elle va avoir du mal à s'intégrer en Angleterre à cause de sa chevelure dont beaucoup de ses camarades vont se moquer. Elle va avoir une amie et elles vont rester très liées toutes les deux jusqu'au jour où Onyeka et sa maman vont devoir retourner au Nigeria pour la simple et bonne raison que les cheveux d'Onyeka sont en fait des cheveux magiques qui ont un super pouvoir et elle va commencer à développer ces pouvoirs là et du coup sa mère, pour sa sécurité et pour qu'elle puisse apprendre et comprendre sa chevelure et ses super pouvoirs, va la ramener au Nigeria et notamment donc dans l'Académie du Soleil pour qu'elle en sache un petit peu plus. Mais dès qu'elle va rentrer en fait dans cette académie, et bah
tout ne va pas se passer comme prévu et on va s'engager dans une très grande aventure pleine de rebondissements, une espèce de course-poursuite fantasy qui est très très sympa. C'est une histoire très chouette avec de beaux messages aussi également d'acceptation de soi, de construction de soi et surtout de quête d'identité et de vérité que j'ai beaucoup aimé. Vous devez le savoir également aussi maintenant, j'adore quand les histoires sont situées dans l'espace à des endroits précis et qu'on peut connaître. Et là, on découvre à travers les yeux d'Onika un Nigeria, alors certes un peu différent puisqu'on est sur de la fantasy. C'est très chouette de pouvoir situer l'histoire. Et en plus de ça, le récit est plutôt bien mené puisque à la fin, moi j'ai qu'une envie, c'est de connaître la suite. Donc j'attends avec impatience le tome 2. Après, j'avoue, j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques facilités scénaristiques, certes, mais ça reste du jeunesse. Du coup, ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Je peux vous le recommander, j'ai beaucoup apprécié cette lecture et c'était très chouette. Troisième roman jeunesse que je vais vous présenter et dernier roman jeunesse dans mes lectures de février. Vous l'avez déjà vu passer plein de fois parce que normalement, à l'heure où ma vidéo va sortir, il sort dans une semaine. Mais je veux bien évidemment parler du tome 2 de Mémoire de la forêt, Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié chez École des loisirs dans la collection 9. Déjà, regardez-moi ce livre, comme il est beau. Mais comme à chaque fois, et je pense que je vous l'ai déjà suffisamment dit sur Twitch, sur Insta ou quoi, je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome-là. Puisque moi-même, j'avais pas lu le résumé. Je savais juste que ça se passait pendant les festivités d'automne. Donc juste voilà, pour vous mettre dans le sentiment, ça se passe en automne. Mais je ne vous ferai pas de résumé parce que je pars du principe qu'une histoire comme ça, il faut la découvrir à 100% au fur et à mesure de sa lecture. J'ai passé un très bon moment, c'était vraiment très chouette. On retrouve un schéma qui est assez classique dans le sens où ça va être une quête et du coup à chaque fois il faut aller à un endroit, débloquer quelque chose, passer une espèce d'épreuve, ce genre de choses pour aller à un autre endroit. Enfin, je reste très vague parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais en gros, c'est un schéma narratif assez classique, en soi qui ressemble aussi au schéma du premier tome, mais qui marche tellement bien. Et on retrouve des personnages, j'avais l'impression de retourner à la maison, on retrouve des personnages qu'on a aimés, qu'on a adorés dans le tome 1, on en découvre de nouveaux dans ce tome 2, qui sont tout aussi attachants et qui donnent très envie en fait, de venir tout simplement à Bellecorse, partager une bonne tasse de thé avec eux. Et c'est vraiment très chouette. La plume de Michael est vraiment magnifique, elle est très fluide, très poétique, très gourmande aussi, puisque je vous le dis, prenez une tasse de thé, des petits gâteaux, tout le monde vous le dira, mais vous en aurez besoin pendant cette lecture, hein, clairement. Mais vraiment, j'ai adoré ma lecture. Il faut savoir que je pense quand même avoir ma petite préférence pour le tome 1. Mais c'est pas, en fait, c'est pas pareil. Les deux sont des coups de cœur, mais pour des raisons différentes. Le tome 1, il y avait la découverte, il y avait vraiment l'ambiance de Bellecorse, tout ça. Là, on est sur quelque chose qui est très poignant, très... pas mélancolique, mais avec un peu de nostalgie. Enfin, on est sur des choses qui sont assez dures par moments, mais toutes douces et tellement bien traitées que je ne peux que vous le conseiller à 100%. Et puis les illustrations, je peux pas rien vous dire de plus si ce n'est les illustrations. Je ne vous les montrerai pas. Si ce n'est du coup la couverture, pour la simple et bonne raison que, pareil que pour le résumé, je pars du principe que c'est à découvrir en même temps qu'on fait la lecture. Vraiment, si vous avez la possibilité, si vous ne les avez pas encore vus avant, ne les regardez pas, ne feuilletez pas le livre avant de le lire. Vraiment, découvrez ça. Posez-vous à un endroit bien cosy et juste profitez. Profitez de cette lecture et de cette découverte de ce tome 2. Tout comme l'autre, il est magnifique, il est magique et j'adore. C'est une pépite. Voilà. Ensuite, quatrième roman, on passe ici sur du young adult, puisque j'ai lu le tome 2 des Royaumes Immobiles, donc Le règne des chimères de Ariel Holz, publié aux éditions Slalom, qui est du coup le dernier tome de la duologie, si je dis pas de bêtises, où on va retrouver Ivali, une princesse qui... Alors, comment dire ? Je vais pas vous faire de résumé du tome 2 pour pas spoiler le tome 1, mais on va retrouver Ivali qui dans le tome 1 est une princesse qui va devoir participer au Sacre des Saisons pour potentiellement récupérer le trône d'un des monarques disparus. On va dire ça comme ça. J'en dis pas plus, mais il faut savoir que dans ce roman-là, j'ai vu pas mal d'avis assez mitigés en disant qu'il n'était pas à la hauteur du tome 1, que j'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur. Je suis pas vraiment d'accord parce que... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur sur ce tome 2, mais j'ai vraiment aimé ma lecture parce qu'on a le personnage d'Ivali
qui va tellement évoluer, qui va tellement mûrir, et je pense que c'est ce qui fait tout. Vraiment, on est sur un personnage qui, dans les sagas fantasy que j'ai pu lire, a l'une des meilleures évolutions à mes yeux. On va retrouver, on va plus être avec une adolescente, on va vraiment être avec une jeune femme qui va anticiper, qui va prendre des décisions, qui va vraiment être plus forte sur ses appuis, si je puis dire. J'ai adoré cette partie-là du roman. J'ai beaucoup aimé aussi son côté un peu plus stratégie politique, royale, qu'on peut avoir dans ce tome 2, mais c'est très très chouette, c'est vraiment très très chouette. Donc je le conseille fortement, surtout si vous avez beaucoup aimé le tome 1, allez au bout de la duologie, hein, clairement ça vaut le coup, moi j'ai trouvé que ça valait le coup, et je le recommande, tout simplement. On va passer maintenant sur une partie un peu plus graphique avec ce que j'ai pu lire ce mois-ci, parce que vous le savez maintenant, en 2023, l'un de mes objectifs c'était de lire plus de bandes dessinées, romans graphiques, parce que j'adore les dessins, j'adore les couleurs et je trouvais que je n'en lisais pas assez jusqu'à maintenant. J'ai donc lu Chat perché de Jo Ryu, le tome 1 La ficelle d'or, publié chez Rue de Sèvres. Hop là, juste comme ça. Où du coup on va suivre Suri, cette petite jeune fille qui vit parmi un convoi de forains, si je puis dire, mais elle est pas... Ce qui est drôle au début, c'est qu'on comprend qu'elle n'est pas du tout acceptée par le chef de ce convoi, de ce clan de forains qui veut la chasser, mais que tous les autres l'aident justement à pas se faire attraper par le chef entre guillemets, et du coup l'aident à survivre auprès d'eux. Et en fait cette jeune fille là, elle est orpheline, et elle se prétend dompteuse de monstres puisqu'elle adore les monstres, jusqu'au jour où justement elle va devoir affronter des vrais monstres, puisqu'elle va être en possession de quelque chose qui, sans le vouloir, est en fait très important pour certains monstres, et elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, et du coup elle s'embarque dans une aventure de course-poursuite. C'est un roman graphique que j'ai trouvé assez sombre, pas creepy, mais assez sombre pour de la jeunesse, mais j'ai beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé les palettes de couleurs et l'histoire est très très sympa. C'est un tome 1 qui est somme toute assez introductif, mais qui je pense est à la hauteur entre guillemets du potentiel de l'histoire. J'ai très très hâte de lire la suite parce que je pense que ça va être vraiment très très chouette. Je vais vous montrer une planche pour que vous ayez un petit peu l'idée des dessins et des couleurs, sachant que les palettes de couleurs changent... Enfin... Oh non, si, elle change, on peut tantôt avoir des couleurs orangées, tantôt des couleurs vertes, tantôt des couleurs plus sombres, plus bleutées, mais c'est très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu la bande dessinée Le Temps des Ombres, le tome 1, Le Dernier Printemps, des éditions de la Gouttière, qui est écrit et illustré par David Furtaen et Pauline Pernette, qui est du coup une bande dessinée fantasy, où on va suivre ces deux personnages puisque leur village va être victime d'un mal, d'une certaine maladie, qui va transformer les villageois en espèce de... pas de zombies, mais vous voyez, un peu dans cette idée-là où ce n'est plus vraiment des humains. Ils sont un peu sans conscience, ils bougent pas, ce genre de choses. Et ces deux-là, j'ai plus leur nom, Mycène et Roch, sont en fait deux jeunes qui vont avoir la lourde tâche de sauver le royaume, enfin le village. Mycène est arboriste tandis que Roch est apothicaire, et en fait ce sont deux jeunes gens qui sont un peu des ennemis au début, mais qui vont devoir travailler main dans la main. Et dans ce premier tome, pareil, assez introductif, mais ça pose bien l'univers, ça pose bien les personnages, ça pose bien ce fameux mal, qu'est-ce que c'est, avant qu'ils partent tous les deux à l'aventure pour découvrir un remède, ce genre de choses. Mais c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé les dessins. Là, les aplats de couleurs, la palette de couleurs, je la trouve très très jolie. J'aime vraiment ce genre de dessin là. Et puis voilà, c'est assez drôle par moments, les deux qui se chamaillent, ce genre de choses, c'est très sympa. C'est une petite histoire fantasy. Il y a pas mal aussi un peu de gourmandise puisque les fameux zombies entre guillemets sont obligés ne mangent que du sucré, donc pour leur administrer un antidote, donc ces villageois, il faut leur faire manger des gâteaux, mais c'est vrai, enfin, c'est chouette, c'est assez tout doux, mais avec un fond d'une histoire qui peut être vachement bien développée et qui a beaucoup de potentiel. Ensuite, autre graphique que j'ai lu La Fille de la Mer de Molinox Ostertag, publié aux éditions Kinaïe. C'est un roman graphique fantasy assez épais, où du coup on va suivre l'histoire de
Morgane qui vit sur une petite île qu'elle a hâte de quitter. Elle va une nuit être sauvée par Kelty, cette jeune fille là, qui est une mystérieuse jeune fille qui l'a sauvée de la noyade. Et en fait on va les suivre un peu toutes les deux quand elles commencent à s'attacher l'une à l'autre, alors que chacune ont des secrets, comment elles vont apprendre à se dévoiler autant l'une à l'autre qu'à elles-mêmes et aux autres. Et c'était sympa. Après je pense que par moments c'était un petit peu... Soit l'histoire était trop rapide à mon goût, soit c'était un petit peu capillotracté. Il y a certains moments où j'étais en mode pourquoi? Du coup, je pense que c'était de la lecture que j'ai le moins appréciée ce mois-ci, mais j'ai quand même beaucoup aimé, hein, je le recommande quand même, parce qu'on est quand même sur une romance homosexuelle qui est du coup très très chouette, toute douce, puisqu'on est quand même sur des ados de 15 ans à peu près, qui apprennent à se découvrir ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé les dessins et la palette graphique, tantôt un peu sombre, tantôt plus claire. Par exemple, à titre de... Un petit exemple, là on est sur quelque chose d'assez sombre au début, et un peu plus loin on va être sur quelque chose d'assez clair, avec plein d'aplats de couleurs, et vous le savez maintenant, j'adore les aplats de couleurs, et j'ai beaucoup aimé. C'est quand même si l'histoire par moments était un peu on comprenait pas vraiment, j'ai trouvé ça quand même assez chouette, avec un beau message, une belle représentation, et de belles illustrations, donc je le recommande. Après c'est pas ma lecture préférée de ce mois-ci, mais c'est quand même sympa. Et aussi ce que je n'ai pas dit, on va aussi avoir une dimension environnementale à ce livre, et ça je l'ai pas dit, mais je l'ai pas mentionné, mais c'est très très chouette de retrouver un peu cette dimension environnementale et de protection un petit peu des océans, des fonds marins en tout cas. Donc voilà. Et enfin, dernière lecture pour le mois de février. Je les ai plus avec moi puisque je les avais empruntés à la médiathèque, mais j'ai lu les 3 tomes du roman graphique Le Garçon Sorcière, qui est également de la même autrice que pour La Fille de la Mer, Molly Knox Ostertag, et publié du coup chez Kinaïe également, que j'ai pour le coup beaucoup aimé. Déjà je trouve ça chouette que ce soit une série qui se lise, enfin que le récit soit complet en 3 tomes, ça évite de commencer une série à rallonge, et en même temps ça permet d'avoir suffisamment d'espace pour bien développer une histoire, puisque j'avoue que à la fin du premier tome j'étais un peu en mode je suis pas sûre que j'aime ça, et les 2 derniers tomes m'ont vraiment permis de comprendre pourquoi le premier tome était fait ainsi. Juste pour faire le petit résumé rapidement, on va suivre, j'ai plus le nom du garçon, Aster, je crois que c'est Aster. On va suivre Aster, un petit garçon qui vit dans une famille qui vit entre eux, qui font l'école à la maison, ce genre de choses, puisque c'est une famille qui a des pouvoirs magiques, puisque les femmes sont des sorcières et du coup pratiquent la sorcellerie, et les hommes sont des métamorphes et du coup pratiquent la magie de la métamorphose. Et en fait dans cette famille-là, depuis des générations, depuis toujours, c'est comme ça. Les garçons sont des métamorphes, les filles sont des sorcières, l'inverse ne peut pas exister, ce n'est pas possible. Alors que Aster, lui, c'est un petit garçon de 13 ans je crois, qui préfère pratiquer la sorcellerie, qui n'a pas envie de se métamorphoser, qui ne ressent pas cette connexion avec cette magie-là, mais qui ressent la connexion avec la magie de la sorcellerie, et qui essaie du coup d'apprendre en douce et d'écouter les cours qui sont donnés aux sorcières. Et à chaque fois, dans le premier tome, on le reprend en disant non, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas une fille, toi tu fais ci, les filles font ça, les garçons font ça. Et c'est vrai qu'au début c'était très appuyé là-dessus, j'étais en mode j'espère que ça va amener à quelque chose d'autre. Et en lisant les deux tomes suivants, tu comprends qu'en fait on est un peu sur une dénonciation du sexisme dans les 2 sens du terme, où on va apprendre à dire que bah voilà, les filles et les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas à reproduire des schémas qu'on leur impose, et j'ai trouvé ça assez chouette. Les dessins sont pareils, de toute façon c'est le même style graphique que pour La Fille de la Mer, donc des aplats avec des très jolies couleurs, ce genre de choses. On a également un message lié à la famille, puisqu'ils vivent en famille, jusqu'à ce que Aster aille dans le village d'à côté des humains, des moldus quoi en gros, et aille dans le village d'à côté et rencontre une jeune fille avec qui il va nouer une amitié. Et du coup il va y avoir aussi cette ouverture sur un autre monde, sur une autre façon de penser qui peut faire du bien plutôt que de rester en autarcie avec sa famille. Et du coup c'est vraiment chouette. On a de jolies valeurs familiales quand même, on a de jolis messages autour de la lutte contre le sexisme, ce genre de choses, et c'était quand même assez sympa. Donc pour le coup je vous le recommande fortement, peut-être même plus que La Fille de la Mer. J'ai préféré Le Garçon Sorcière pour le coup, de par les messages que la série renvoie tout simplement. Et du coup voilà, j'en ai terminé pour le bilan de février. J'avoue que
Encore une fois, ce mois-ci, j'ai été contente parce que j'ai fait de très chouettes lectures. J'étais très contente aussi de mon rythme de lecture, je pensais pas lire autant alors que début février, en plus c'est un mois court, j'avais pas commencé très vite. Du coup, je suis très contente. J'espère que vous trouverez dans cette update lecture certaines recommandations qui pourraient vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire si certaines lectures vous font envie dans les commentaires, ou bien si vous en avez lu déjà certains et quel a été votre avis, si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec moi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!